Oui, aujourd'hui je vous propose de parler de mon entreprise, Alois, et de vous montrer que ce que j'ai fait, je l'ai fait depuis le début. J'ai souhaité mettre le lien en place depuis la création de l'entreprise en 2014. Donc en fait, pendant 18 ans, effectivement, j'étais entrepreneur dans la restauration. J'ai toujours été entrepreneur dans ma vie. Sauf 6 mois, ça a été le pire de ma vie. Donc j'étais entrepreneur dans la restauration avec mon frère. On dirigeait un petit groupe de restaurants, de 8 restaurants. On avait 60 salariés, on faisait 3,6 millions de chiffre d'affaires. Et voilà, j'étais tombé vraiment bas. Voilà, petite histoire. Le déclencheur du Lean, vous allez voir, c'est en 2006. En 2006, j'intègre le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Donc c'est le plus ancien mouvement patronal de France. Et si je pouvais le résumer, c'est un peu l'école du dirigeant aujourd'hui. On n'apprend pas à être chef d'entreprise. Au CJD, je ne peux pas dire que j'ai appris, mais j'ai progressé en tout cas. Et notamment, par un point essentiel, c'est qu'au CJD, il y a 2 forums de formation par an qui sont adaptés à nos besoins. Et donc j'ai fait de 2006 à 2010 tous les forums de formation dans toute la France, jusqu'à atteindre Copernic, qui est le Graal de la formation au CJD. C'est un parcours de formation qui dure 2 ans et demi, 3 ans, avec un groupe de copains, et avec des modules qui sont conçus par des universitaires et qui sont conçus pour nous, jeunes dirigeants. Et donc à la fin de ce parcours Copernic, le dernier module qui s'appelle de la vision résultat, qui était animé par une psychologue du travail, elle nous pose une question essentielle, elle nous demande, puisqu'on avait travaillé essentiellement sur l'entreprise, là elle nous demande quelle est votre vision d'entrepreneur. Et donc à chaque module on a 2 jours, et puis après le dernier jour on a un rendu à faire. Et donc je fais mon rendu devant le groupe, je leur parle d'entreprise, tout ça, et puis j'ai un copain qui m'arrête et il me dit ouais, c'est chouette, tu me parles de développement d'entreprise, de collaborateurs, de RH, puisque j'aimais bien ce sujet-là, mais tu ne me parles jamais du produit. Et là, ça a été l'effet boomerang, et je me suis rendu compte qu'en fait, évidemment, enfin non, pas évidemment, mais que en fait, mon produit dans les restaurants, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le développement de la boîte. Et donc, je me suis posé pas mal de questions, et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, et il faut que je retrouve du sens dans mon quotidien professionnel. C'est ce que j'ai fait, et quelques mois après, j'étais enfin libre, je me débarrasse de mes associés, et je fais autre chose. Et donc je crée Alois en décembre 2014. Et donc, donc Alois, pour la petite histoire, c'est le prénom de M. Alzheimer qui a découvert la maladie en 1906. Et là, donc, qu'est-ce que c'est Alois? C'est une entreprise prestataire d'aide à domicile qui accompagne des personnes fragilisées, soit par le handicap, soit par l'âge. Et donc, notre métier, c'est de mettre à disposition des auxiliaires de vie à domicile et vous pouvez passer. De mettre des auxiliaires de vie à domicile et de les aider dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne, que ce soit les repas, le ménage, les toilettes, les sorties, etc. Et ouais, c'est sympa, hein, ça donne du sens, les sourires. Voilà, donc notre mission aujourd'hui, il y a 3 points essentiels. Donc augmenter le confort de nos bénéficiaires. Puisqu'en fait, on augmente le confort de nos bénéficiaires en augmentant aussi la technicité de nos collaborateurs, puisqu'en fait, l'essence même de notre travail, c'est par nos gestes au quotidien, faire en sorte que nos bénéficiaires soient sereins. Et je fais le parallèle, le lien avec le message de ce matin, tout en réduisant les coûts pour la collectivité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand une assistante sociale de l'hôpital de Bordeaux m'appelle et me dit on est mardi et j'ai une sortie d'hôpital vendredi, est-ce que vous prenez l'accompagnement ou vous ne le prenez pas? Et donc là, on
on a un acte fort notamment sur les délais, si on peut le faire. Et donc on peut réduire les coûts si on dit oui, parce qu'une journée à l'hôpital, je pense que ça doit coûter entre 900 € et 1500 € en fonction des cas. Donc si, en fait, avant nous, pour certains actes, par exemple les personnes trachéotomisées, parfois l'hôpital attendait 4 mois pour trouver une structure avec des gens formés aux aspirations endotrachéales. Aujourd'hui, nous, dans l'équipe, sur 60 personnes, il y en a 30 qui sont formés aux aspirations endotrachéales pour permettre de répondre à cette demande. Notre raison d'être, c'est permettre aux bénéficiaires de retrouver une certaine forme d'autonomie et une vie sociale la plus riche possible, avec 4 principes d'action. Apaiser, stimuler, communiquer, professionnaliser. Ça veut dire quoi? Apaiser, c'est ce que nous demandent nos clients, nos bénéficiaires, c'est d'avoir des équipes les plus stables possibles. Et on en parlera après. Ensuite, stimuler, on organise tous les trimestres un événement convivial où on invite nos collaborateurs et nos bénéficiaires à vivre un événement un peu différent. Par exemple, le dernier, on est allé tous ensemble à un événement qu'on avait organisé au Grand Théâtre de Bordeaux, où ils ont vécu donc un concert organisé par la chorale de l'Opéra de Bordeaux. Après, on est allé manger un petit dessert au Grand Hôtel. Sympa. Ça nous permet de voir nos clients et nos collaborateurs dans un autre contexte plus sympa. Et puis de les sortir donc du domicile et donc de les stimuler. Communiquer, ça c'est un engagement qu'on a, et notamment avec le Lean, je vous en reparlerai, mais moi personnellement je vais très souvent à domicile et c'est un peu la clé de notre métier. Je vais interroger mes bénéficiaires, mes clients très régulièrement, donc au moins une fois par trimestre pour chaque bénéficiaire. Et ensuite, le dernier terme, le principe d'action professionnalisé. On a créé au 1er janvier une autre structure, Aloïs Academy, qui va nous permettre de démultiplier le nombre de formations. Voilà, je vous ai planté le décor. Les indicateurs, aujourd'hui, donc on a un indicateur de chiffre d'affaires. Première année, on a commencé avec un chiffre d'affaires de 243 000 € sur 10 mois et demi. Alors c'est sûr que dans la salle, il n'y a que des grosses entreprises, ça ne parle pas beaucoup, mais pour moi c'était le double de mon objectif, donc c'était important. Deuxième année, 773 000, et cette année, on fera entre 1,2 million et 1,3 million, sachant que dans notre métier, aujourd'hui, on sait très vite le chiffre d'affaires qu'on va faire dans l'année, donc aujourd'hui, c'est à quelques dizaines d'euros, dizaines de milliers d'euros près que je sais là où on va atteindre en 2017, fin 2017. Le nombre de collaborateurs, donc en 2016, on était 52, fin 2016, aujourd'hui, on est 65. Et si on arrive à répondre à la demande d'ici au 1er octobre, on sera déjà au 1er octobre, on sera 30 à 40 de plus. Les indicateurs suivants, le taux d'absentéisme, alors ça j'en suis très très fier, puisque entre les 2 premières années et depuis le début de l'année, on a divisé par 2 le taux d'absentéisme, notamment, et j'en parlerai tout à l'heure, en réduisant nos problèmes sur le terrain. À la fois aussi parce qu'on a une équipe d'accompagnants, d'infirmiers coordinateurs qui vont sur le terrain, qui forment au quotidien et qui proposent des formations. Au moins une fois par mois, il y a une formation qui est dispensée par nos infirmiers. Voilà. Et après, je vais vous parler du Lean. Comment m'est venue cette idée du Lean. En 2006, donc j'ai intégré le CJD et je me suis fait deux amis, Christophe Riboulet et Cyril Danet, qui ont fait venir Michael Ballet je crois en 2011 au CJD, et Michael nous a fait faire le tour d'une entreprise qui avait déployé le Lean. Donc ça c'était ma première approche du Lean. Ensuite, Christophe et Cyril ont mis en place au CJD une commission agilité. C'était pour maquiller le Lean en fait. Et donc moi je me suis intégré dans cette commission
Et on est venu, donc Jacques Chaise est venu dans mon entreprise le jour où je suis passé en commission et m'a dit « Ah ouais, c'est super les problèmes que tu fais remonter du terrain, etc. » Donc là, ça m'a donné une petite picouse, une petite fierté. Et ensuite, donc là je me suis trompé de date, c'est de avril 2016 je crois, Cyril m'a invité au Lean Summit. Et le thème du Lean Summit, c'était le Lean comme stratégie. Et au bout de 2 jours, j'ai fait comme aujourd'hui, comme vous aujourd'hui, j'ai assisté à pas mal d'interventions. Et je me suis dit là, il faut que j'ai qu'une seule stratégie, c'est le Lean, il faut que je fonce. Et comme j'ai envie d'aller vite chez Aloïs, avec Aloïs, je me suis dit, pour aller vite, bon, ça fait 3-4 ans que je fais commission agilité, maintenant il faut que je passe à l'étape supplémentaire. Et donc là, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Donc j'ai demandé à Cécile, qui est ici présente, de nous accompagner. Donc une fois par mois, il vient dans mon entreprise pour déployer le Lean avec moi. Et en même temps, je me suis inspiré de toutes les lectures qu'il y a sur le Lean Institute. Je crois qu'il y en a qui sont... je ne fais pas la pub. J'ai lu aussi un petit clin d'œil le livre qu'a écrit Cécile ces derniers jours. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait dans l'entreprise? La première chose que j'ai fait, c'est essayer de faire remonter les problèmes du terrain. J'ai demandé à mes équipes auxiliaires de vie de mettre en place ce qu'on appelle un talk et de faire remonter, c'est le paperboard là, que vous avez sur la droite. Je leur ai demandé de faire remonter les problèmes à domicile. Donc on avait le paper à domicile et puis je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible de mettre un paper à domicile parce que quand le problème c'est le client ou le bénéficiaire, c'était un peu délicat. Donc je me suis dit, bon, à domicile c'est pas possible, donc il faut que je fasse autrement. J'ai voulu le commencer simplement, sans faire mal, et je l'ai fait déjà avec mon équipe support. On a commencé à faire une réunion une fois par semaine, et je leur ai demandé de me remonter les problèmes. Et donc, sur ce paperboard, vous avez la première colonne qui est la date, avec qui c'est qui note le problème. Celui qui note le problème, il le met jusqu'au bout. Donc c'est des problèmes qu'ils ont rencontrés dans la semaine. Je leur ai donné un cahier sur lequel ils peuvent noter les colonnes de la même manière et d'arriver avec le problème le plus important de la semaine. Et donc ils notent le problème, donc je leur dis toujours que le problème doit être bien spécifique, que ce soit un lieu, une personne, mais pas un problème général. On ne sait pas traiter les problèmes généraux. Ensuite, je leur demande de remplir la colonne des causes, qui est la colonne la plus importante à mon sens, et je leur dis toujours, c'est là où il faut que vous passiez du temps. Et là, on se pose la question des 5 pourquoi. Et je leur dis, quand vous êtes vraiment posé ces questions-là, après les contre-mesures, elles sont faciles à trouver. Et les contre-mesures, je leur dis toujours, vous devez trouver une contre-mesure à votre niveau, dans les 3 jours, parce que ça permet d'aller vite et de ne pas laisser traîner les problèmes pendant des mois, et de le faire avec 1 euro. Ça veut dire en quelque sorte avec 0, puisqu'on s'aperçoit que 98% des problèmes se résolvent sans dépenser un centime. Et ensuite j'ai une colonne avec qui, s'ils ont besoin de quelqu'un dans l'équipe ou un service pour les aider à résoudre le problème, et après il y a le statut, on l'a vu tout à l'heure, savoir où ils en sont. Donc j'ai commencé avec mon équipe support, juste avant, et ma problématique c'était de faire intervenir des auxiliaires de vie dans cette réunion. Donc je me suis posé la question, comment et qui. Donc on a vu avec mon équipe support que ça pouvait être que le but ça pouvait être de faire émerger des leaders et les intégrer dans cette réunion. Et donc comment on fait émerger des leaders? On s'aperçoit que les leaders, ce sont les personnes qui sont bien vues par les bénéficiaires, qui sont bien vues par l'équipe, à qui l'équipe lui demande à ce futur leader des tâches à faire, par exemple des standards, on en parlera juste après, et qui le fait en temps, en heure, et qui s'intéresse à l'entreprise et qui permet à l'entreprise de s'améliorer.
Voilà, et je leur dis toujours les problèmes que vous rencontrez. Bon, souvent les collaborateurs me disent ah, mais pourquoi vous voulez parler toujours des problèmes? Ben, je leur dis juste les problèmes, c'est un écart entre ce qui est attendu et ce qui est réalisé. Et quand tu m'amènes un problème dans la task force, c'est une pépite que tu offres à Aloïs pour nous permettre de tous progresser ensemble. Ça nous permet de le voir, le problème, de le comprendre et puis de mettre des contre-mesures ensemble et d'être d'accord sur la marche à suivre. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que donc Cécile, qui a insisté pendant plusieurs mois, m'a dit mais il faut que tu t'intéresses aux clients, parce qu'une fois dans la task force, il y avait un problème sur un client, il était venu 3 semaines après et il avait pointé qu'en fait on n'était pas occupé. Et donc il m'a dit il faut que tu fasses un talk sur les incidents clients. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, je m'en suis occupé et on a beaucoup appris avec ça, avec cet outil. Puisqu'en fait, aujourd'hui, le standard, c'est que dans la semaine, le problème il est résolu. Rien que le fait de l'écrire, d'en parler avec l'équipe, qu'on se mobilise tous, on le résout très vite. C'est vrai qu'entre 3 semaines, il n'était pas réglé le problème. Hein. Il nous est revenu un boomerang et le problème, il avait été multiplié par 10. Donc là, on le règle toutes les semaines. Donc ça, pour moi, c'est au quotidien. Dans mon quotidien, c'est génial. Et c'est génial aussi, donc on s'intéresse aux clients. D'une autre manière, je vous ai dit que une des clés, je m'en suis vite aperçu, en avril 2015, je me suis dit, quelle est la clé de mon métier aujourd'hui? La clé, c'est comment, tout en développant l'entreprise, arriver à garder de la proximité et de l'écoute auprès de mes clients. Donc je me suis inspiré de l'entreprise Théodo que j'avais vue au Lead Summit et dorénavant, je vais voir, à chaque fois que je vais voir mes clients, au moins une fois par trimestre, je leur pose toujours les mêmes questions. Avant même, je leur dis bonjour, comment ça va, et puis après, hop, je les interroge, je ne veux pas qu'ils me parlent de l'équipe, je ne veux pas qu'ils me parlent, je leur pose les 4 questions. Les 4 premières, c'est quelle note de 0 à 5 vous donneriez à Aloïs pour son accompagnement à vos côtés. La deuxième question que je leur pose, c'est... elle va revenir. Quelle note de 0 à 5 vous donneriez à Aloïs non, c'est pas ça. C'est quelle note de 0 à 5 Aloïs vous permet d'être sobre. Enfin, je n'ai pas trouvé la phrase, mais vous avez compris. Le but, c'est de calculer la sérénité du bénéficiaire. La troisième question que je leur pose, donc ça nous donne 2 notes, les 2 premières, et ça nous donne une note sur 10. Et on peut voir ensuite, ce qui est intéressant, je dis toujours, c'est pas la note, c'est l'écart d'une visite à l'autre. C'est là où on doit voir si on progresse ou pas. Bon, là, il y a plusieurs notes qui ont baissé, mais ne vous inquiétez pas, depuis la photo, on les a fait remonter. Et en fait, donc la troisième question, c'est quelle amélioration prioritaire pourrait vous amener à améliorer votre note? La 4e question, c'est si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi chez Aloïs? Et là, on a une mine d'infos et ils ont l'impression, c'est une réalité, hein, c'est pas une impression, c'est une réalité, ils sont écoutés. Et donc, on met en place des actions et pour ça, ben, cette année, j'ai eu un départ d'un client, mais des problèmes qui n'avaient pas été résolus la première année. Depuis, j'en ai pas eu de partie. Voilà. Ensuite, grâce à Cécile, je leur pose une 5e question. C'est quelle est la meilleure auxiliaire de l'équipe et quelles sont les 3 raisons pour lesquelles c'est la meilleure. Et ça nous permet de vraiment comprendre ce qu'il faut faire pour bien accompagner chaque bénéficiaire. Donc une fois qu'on a travaillé sur la qualité, on a essayé de travailler sur les délais et on a utilisé cet outil qui est le plan. Les 2 de gauche, c'est des outils qui sont mis en place par le service des opérations, c'est-à-dire les infirmiers coordinateurs, qui ont pour mission d'aller recueillir des infos pour créer des fiches techniques sur des plannings de tâches.
chez Madame Michu, qu'est-ce qu'on fait le lundi, le mardi, le mercredi, pour que chaque intervenant sache à la fin de la journée s'il a bien fait son travail ou pas. Il peut s'auto-évaluer, il n'a pas besoin d'un petit chef qui vienne le voir pour lui dire qu'il a mal fait son travail. Normalement, avec cet outil, il doit le savoir. Et en fait, donc les opérations, c'est eux qui se mettent des objectifs de délai. Moi, j'interviens jamais. Je leur mets pas la pression sur les délais. Je leur dis, tiens, par exemple, pour Monsieur Mazet, le premier, tu penses le faire quand recueillir les infos, des auxiliaires, etc. Et là, ils me disent semaine 12. Donc, à chaque fois qu'ils y arrivent, à tenir les délais qui se sont fixés, ils mettent dans le rond, ils le grisent. Et dès qu'ils n'y arrivent pas, soit ils le font en avance, soit ils le font après la date prévue, ils mettent un triangle. Dès qu'il y a un triangle, il y a un commentaire dans la case au bout, commentaire, pour qu'on apprenne pour la prochaine fois. Et le deuxième plan, c'est celui qui est mis en place par mon service RH depuis le début. Et je suis assez fier de cet outil aussi parce que on a démarré l'outil, il y avait 3 lignes sur la gauche. Aujourd'hui, vous voyez, le paper il est rempli en entier. Ça veut dire que chaque mois, on a appris comment on peut livrer des plannings en temps et en heure et comment on peut livrer, entre guillemets, des bulletins de salaire en temps et en heure. Voilà, et donc vous voyez qu'il y a quelques triangles, donc ça veut dire qu'on va apprendre encore, donc c'est assez sympa. Donc là, je vous ai mis des exemples de fiches techniques. Par exemple, la fiche technique chez Alexandre. Alexandre, c'est un bénéficiaire qui a 14 ans et qu'on accompagne. Et notamment, cette fiche technique, c'est sur on doit l'aider à faire ses devoirs. Et donc, il a des problématiques de concentration, etc. Et dans la gauche de la fiche technique, vous avez la checklist. Et en face, vous avez les points de vigilance qu'on doit avoir pour ce travail-là. Et à gauche, en bas, là, vous avez l'exemple de planning des tâches. Les plannings des tâches, où il y a des tâches où on fait tous les jours, c'est le haut du document, et après, c'est par jour. Voilà. Ensuite, Aloïs recrute. En fait, c'est notre métier au quotidien, c'est de recruter. Aujourd'hui, si on doit répondre à la demande, d'ici le 1er octobre, on doit recruter 30 personnes. 30 personnes, ça veut dire recruter, on parlait de tag time tout à l'heure, recruter une personne tous les mercredis et une personne tous les vendredis. Aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on n'y arrive pas, mais on le fait dans la douleur, et quand on recrute dans l'urgence, on recrute mal. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on inverse ça et qu'on y arrive. Donc voilà, avec la journée d'aujourd'hui, je repars avec quelques armes pour faire comprendre, donner du sens. J'ai compris qu'il fallait, je le sais, il faut redonner du sens, redonner du sens. Voilà. Mais on a aujourd'hui, avec ça en tête, trouvé des solutions. Une solution qui est géniale, c'est parce qu'en fait, il faut savoir que l'aide à domicile, vous savez tous que notre marché est en croissance importante, notamment à cause de l'accroissement des seniors, la courbe qui augmente beaucoup. Donc si je compte moi aujourd'hui sur l'éducation nationale pour me recruter, pour me former des auxiliaires de vie, je pense que on va mourir de notre petite mort avant même nos bénéficiaires. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir Pôle emploi et ils nous ont trouvé une solution. La solution, c'est de nous mettre à disposition des stagiaires qui sont éloignés de l'emploi, qui n'ont pas d'expérience et pas de diplôme sur le sujet, de nous les mettre à disposition en leur faisant avant un petit test pour voir s'ils ont la vocation. Et ils nous les mettent à disposition pendant 2 mois et demi, ce qui nous permet de les former. Alors ils ont un cours théorique tous les lundis et le reste du temps ils sont en binôme sur le terrain et ils vont voir pendant les 2 mois et demi 4 à 5 bénéficiaires, ce qui leur permet à l'issue de ce stage d'être les meilleurs auxiliaires qu'on ait dans l'équipe. On en a recruté 15 comme ça et on va, là le but c'est d'accélérer. Donc ça là j'ai eu du mal avec mon équipe, mes responsables intermédiaires, de passer de tous les 2 mois et demi à tous les 1 mois et demi pour répondre à la demande. Mais j'y crois et je suis tenace.
Et je pense que si aujourd'hui j'ai travaillé sur une qualité, c'est sur celle-là. Je pense que mettre en place le Lean dans l'entreprise, c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas un mois, c'est pas une année, c'est pour plusieurs années, c'est un parcours. Et j'ai un copain qui me dit, mais ça se finit quand? Ça se finit pas, c'est un apprentissage, donc moi je suis parti pour apprendre longtemps. Voilà, donc la ténacité, je pense que c'est la principale qualité. Après, j'ai la chance de ne pas dépendre d'un N+1, donc je le mets en place. Alors j'ai appris, grâce au Lean Summit, qu'il fallait que ça soit ma stratégie, et depuis j'ai appris qu'il fallait que je sois Lean, il fallait que ce soit moi qui sois Lean. Donc au quotidien, mon job, c'est de mettre en place le Lean. Voilà. Et donc du coup, maintenant, on a quelques projets, notamment grâce à la réalité augmentée. Je pense qu'on peut améliorer, avec une boîte de Bordeaux, on est en train de travailler pour améliorer notre recrutement et nos formations, parce qu'on a des mises en situation dans les 2 cas. Et moi, j'ai fait l'exercice avec une boîte qui a présenté un projet à Las Vegas. Et je me suis mis pendant un quart d'heure en immersion totale. Je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital à faire des actes d'infirmier et de médecin. J'ai trouvé ça génial. Et d'après le secteur, ils disent que la réalité augmentée ou virtuelle, ça permet un gain de 80% de la formation. Donc bon, voilà, on va essayer, on va expérimenter. Et en tout cas, on se fera un peu de pub, parce que je pense qu'on est dans un secteur qui n'a pas une image de dynamisme, et bon, ça peut nous y aider. Tout ça pour un objectif qui est notre rêve, c'est de donner le sourire à nos collaborateurs et à nos bénéficiaires.